essaie de se relancer là. Donc, l'idée cet après-midi était plutôt donc de parler de ce dont j'ai peu parlé ce matin, c'est le mouvement national palestinien. Parce que, bon, c'est, comment dire, un des défauts, entre guillemets, mais c'est parce que je savais qu'il y avait une suite de ce que j'ai pu vous raconter ce matin, c'est qu'il y a un grand absent dans ce que je vous ai raconté, c'est le peuple palestinien, quoi, qui a existé, existe, et s'est doté d'un certain nombre de structures politiques pendant tous les événements que j'ai pu vous raconter. Alors, l'idée était plutôt de discuter le mouvement national palestinien aujourd'hui, mais ça passe forcément par un peu une histoire, en tout cas, du nationalisme palestinien moderne, on va dire, parce que ça permet de comprendre pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui, d'où ça vient, comment ça s'est organisé, et en réalité, une bonne partie des choses que je vais vous raconter sur, on va dire, la naissance et le développement du nationalisme palestinien moderne permettent de comprendre ce qui s'est noué et où sont les forces, les faiblesses, les limites, les contradictions, etc. du nationalisme palestinien de 2016, du mouvement Libération nationale palestinien de 2016. Là, le choix que j'ai fait, c'est de ne pas repartir aussi loin que ce matin, mais de me concentrer sur la partie, on va dire, post-création de l'État d'Israël. Alors, non pas, et je le précise parce que c'est important d'avoir ça à l'esprit, non pas que le mouvement Libération nationale, le nationalisme palestinien, serait né suite à la création de l'État d'Israël. Ça, c'est une version de l'historiographie sioniste qui est beaucoup répétée. C'est en gros de dire les Palestiniens, ils n'existaient pas avant qu'il y ait Israël, et le nationalisme palestinien, c'est juste une construction anti-israélienne. Il y avait une identité nationale palestinienne avant la création de l'État d'Israël. Il y avait des structures politiques, des structures associatives, syndicales, etc. Dans la première moitié du XXe siècle. Et donc c'est un mensonge de dire que le nationalisme palestinien serait né après 48, voire même après 67. Ça a longtemps été ça, l'historiographie israélienne, de dire jusqu'en 67, les Palestiniens, ça n'existe pas. Et c'est une construction théorique, historique, récente. Voilà. Ce qui, deuxième préalable, par ailleurs, en soi, même si c'était vrai, c'est pas un argument. C'est-à-dire que toute l'histoire des nationalismes et des mouvements de libération nationale, et y compris l'histoire du nationalisme juif, du nationalisme sioniste, c'est la confirmation des thèses d'un certain nombre d'auteurs. Je pense à des gens comme Benedict Anderson, Eric Hobsbawm, etc., qui ont travaillé sur le nationalisme, qui ont expliqué que finalement c'est le nationalisme qui crée les nations, et c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que vous n'avez pas des nations qui existent comme ça, et qui, comme elles sont attaquées, etc., d'un coup deviennent nationalistes. C'est que vous avez des processus historiques qui amènent à la constitution de nations, et finalement, c'est tous les écrits d'Hobsbawm, notamment sur l'invention du nationalisme, c'est que le récit, on va dire, national, se fait en général après l'existence de l'État-nation lui-même, ce qui est un grand classique. Enfin voilà, on vit dans un pays qui est particulièrement marqué par ça, où on sait très bien qu'en fonction des évolutions politiques, historiques, etc., le récit national change. C'est-à-dire qu'on va intégrer tel truc, on va supprimer tel truc, voilà. Et pour le coup, les Israéliens sont très bien placés pour savoir que le récit national a été construit largement a posteriori. Et là, pour le coup, les travaux de Shlomo Sand sont exemplaires là-dessus. Comment le peuple juif fut inventé, comment la terre d'Israël fut inventée. En fait, toutes ces choses-là, ça arrive après. Voilà, c'est le nationalisme qui crée les nations, et c'est le cas pour les Palestiniens comme pour les autres, mais ça n'a pas commencé avec la création d'Israël. Par contre, ce qui s'est passé, je vais commencer par ça, c'est que la création de l'État d'Israël et les années 47-49, avec l'expulsion, sont un moment fondateur du nationalisme palestinien, on va dire moderne. Parce que ce qui se joue à ce moment-là,
c'est en partie ce que je vous ai dit ce matin, mais c'est qu'entre 47 et 49, ce à quoi on assiste, c'est à la destruction d'une nation. On assiste à sa destruction en partie physique, on assiste à sa destruction et sa déstructuration sociale, on assiste à la destruction d'une économie, on assiste, etc. Et ça va être quelque chose qui va marquer le mouvement national palestinien à partir de là, qui jusqu'à la création de l'État d'Israël était globalement, comme dans la plupart des pays de la région, et plus largement des pays colonisés, qui étaient portés par des élites bourgeoises, urbaines, marchandes. Voilà, ça a toujours été ça, hein, le nationalisme, même s'il y a l'appui d'autres secteurs de la population, mais globalement c'est des élites, de la petite bourgeoisie, voire de la grande bourgeoisie, qui sont porteuses du nationalisme. Sauf que ce qui se passe avec la Palestine, c'est que la société est détruite, et y compris les classes dominantes, entre guillemets, palestiniennes, ne sont plus dominantes de rien du tout. À partir du moment où vous avez 80% de la population qui est expulsée, où les centres économiques névralgiques sont saisis par l'État d'Israël, je pense aux ports, aux grandes routes commerciales, etc., vous n'avez plus d'élite économique, sociale, comme vous pouviez avoir avant 1948. Et finalement, ce qui marque le nationalisme palestinien moderne, c'est comment dire, ce que moi j'avais appelé, c'est la double disparition de la Palestine. C'est la disparition de la Palestine géographique et la disparition de la Palestine politique. Ce qui fait que, alors, la disparition de la Palestine géographique, bon, c'est la conquête territoriale, voilà, on comprend, avec tout ce que ça implique en termes d'organisation sociale, et la disparition de la Palestine politique, c'est finalement la disparition de la représentation palestinienne, et finalement la disparition de l'idée même de l'existence de gens qui seraient les Palestiniens. Et toute l'histoire du nationalisme palestinien, c'est une double reconquête. C'est une reconquête politique et une reconquête territoriale. Reconquête politique, c'est l'affirmation qu'on existe, voilà, qu'il y a une identité palestinienne. Et c'est quelque chose qui va prendre, après 48, ça va prendre quasiment 20 ans, en fait, de dire les Palestiniens existent comme peuple avec des droits. Par contre, la reconquête géographique, territoriale, bon, c'est pas encore tout à fait réglé, on va dire. Mais voilà, c'est cette double caractéristique-là qui va marquer, et qui marque aujourd'hui encore, finalement, le nationalisme palestinien. C'est pas juste reconquérir un territoire, c'est tout simplement dire qu'on est un peuple avec des droits. C'est pas une exception, hein, dans l'histoire, mais c'est quelque chose qui est particulièrement marquant dans le nationalisme palestinien, on va dire moderne. Le mouvement national palestinien tel qu'on le connaît aujourd'hui, finalement, on va dire qu'il est un produit indirect de ce qui s'est passé en 1948 avec cette double caractéristique-là, parce que finalement la nécessité de s'affirmer politiquement et la nécessité de reconquérir territorialement, ça a eu une double conséquence. C'est la nécessité d'affirmer l'existence d'une identité, mais la nécessité aussi d'affirmer une autonomie par rapport au régime arabe de la région. Parce que les régimes arabes, après la guerre de 48, se partagent la Palestine avec l'État d'Israël. C'est-à-dire que la Jordanie ne reconnaît pas l'existence légitime d'une revendication nationale palestinienne. Donc ça va être marqué par ça. Un affrontement avec l'État d'Israël, mais aussi un affrontement avec les régimes arabes pour affirmer qu'on existe et qu'on ne se fond pas juste dans le nationalisme arabe ou le panarabisme qui était quand même ce qui se développait dans les années 50-60 avec Nasser, la République arabe unie qui avait réuni l'Égypte et la Syrie, etc. C'est des trucs qui aujourd'hui paraissent un peu bizarres, mais au début des années, enfin à la fin des années 50 et au début des années 60, il y a quand même une tentative d'unification politique et administrative entre l'Égypte et la Syrie. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné quelques années.
Ça a fonctionné 4-5 ans, je crois que c'est 59 à 63 si je ne me trompe pas, la République arabe unie. Voilà, mais on est dans ce contexte-là. Donc il y a la nécessité non seulement de reconquérir le territoire face à Israël, mais aussi de s'affirmer dans une région où on ne veut pas finalement qu'il y ait cette identité-là. Et c'est dans ce cadre-là, c'est le premier point que je voudrais évoquer, qu'il faut penser l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. L'OLP est créée par les régimes arabes. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. L'OLP n'est pas créée par les Palestiniens. L'OLP est créée par les régimes arabes suite au premier sommet arabe qui se tient au Caire en janvier 1964. C'est un premier sommet qui est organisé dans un contexte de tension particulièrement forte avec l'État d'Israël. Il y a notamment des histoires déjà autour de détournements d'eau dans le Jourdain, etc. Il y a des histoires aussi de frictions militaires importantes. Voilà. Et le sommet arabe de janvier 1964 va acter un certain nombre de décisions. Donc il y a 13 États qui participent à ce premier sommet. Parmi les décisions qui sont prises, il y a la création d'un commandement arabe unifié, donc c'est une coordination des forces armées arabes sous direction égyptienne, et un plan commun politique pour empêcher Israël de s'emparer des eaux du Jourdain. Et il y a une troisième décision qui est prise, qui est marginale dans le sommet, mais qui est prise quand même, qui est la création d'une organisation de libération de la Palestine. Donc l'OLP, créée par les États arabes, avec déjà des frictions, des dissensions entre eux, avec d'un côté l'Irak et la Syrie qui proposaient qu'il y ait une entité palestinienne, ils appelaient ça, qui se doterait de ses propres représentants avec des élections, etc. Et de l'autre côté, la Jordanie qui disait que c'était hors de question qu'il y ait une entité palestinienne avec ses propres représentants, puisque la Palestine, c'était la Jordanie. Et donc finalement, le compromis qui est trouvé, c'est de créer une structure palestinienne autonome, reconnue par les États arabes, qui s'appellera Organisation de libération de la Palestine. Et donc c'est en 1964 que va naître cette organisation avec la première réunion du Conseil national palestinien, donc, qui existe toujours aujourd'hui, qui est officiellement la direction de l'OLP, en mai 1964. La participation à ce Conseil national palestinien se fait de manière globalement discrétionnaire, c'est-à-dire que c'est chaque régime arabe qui invite un peu ses Palestiniens, quoi, globalement. Même si déjà, j'y reviendrai, il y a des forces politiques palestiniennes un peu autonomes des pays arabes qui vont réussir à s'inviter. Mais l'ultra-majorité des participants à ce premier Conseil national palestinien sont finalement les élites palestiniennes d'avant 1948, déclassées, chassées, etc., qui ont conservé des liens avec les régimes arabes, les différents régimes de la région, et qui voient une opportunité finalement de se réexprimer comme étant des acteurs palestiniens à part entière, mais dans l'ensemble, et c'est ce que l'ensemble des textes et des recensions un peu de qui étaient les participants à ce premier Conseil national palestinien, c'est que l'ultra-majorité d'entre eux sont les descendants des familles bien établies de la Palestine d'avant 1948, les gens de Naplouse, les gens d'Hébron, etc. Et que par contre, donc des notables, globalement, tandis que la majorité des Palestiniens, c'est-à-dire les réfugiés des camps, ne sont pas représentés, ou très peu représentés à ce premier Conseil national palestinien. Ce qui est quelque chose d'important, c'est-à-dire que c'est un marqueur social du mouvement national palestinien moderne. C'est que, à l'initiative des États arabes, il est pris en charge par les notables.
c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, parce que le fait qu'une structure soit créée par et pour des notables a des répercussions sur le type d'organisation de la structure, et entre autres son rapport à la démocratie. Mais entre autres, mais pas seulement. Et le deuxième élément qui est essentiel dans la création de l'OLP, j'insiste, vous allez comprendre pourquoi, c'est que l'Organisation de libération de la Palestine, telle qu'elle se crée en 1964, va avoir une charte qui explique un peu ce qu'elle est. Et ce qui est intéressant, c'est que il n'y a aucune revendication de souveraineté territoriale dans la charte de l'OLP. C'est-à-dire que c'est uniquement une revendication de représentation. Il n'y a pas de revendication de souveraineté palestinienne. La Palestine, dans la charte de l'OLP, elle est définie, je cite, comme une terre arabe unie par des liens nationaux étroits aux autres pays arabes qui forment ensemble la grande nation arabe. Voilà, ce qui est quand même assez flou. Et l'article 24, qui sera abrogé plus tard, mais au moment de la fondation, il est là. L'article 24 précise que l'OLP n'exerce aucune souveraineté sur la Cisjordanie ni sur la bande de Gaza. C'est écrit noir sur blanc, mais c'est la condition pour qu'elle soit reconnue par les régimes de la région. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en réalité, l'OLP va se constituer comme une organisation qui ressemble à un État, et elle va se doter des structures d'un État, c'est-à-dire qu'il va y avoir un Parlement qui va édicter des lois, qui va approuver un budget, il va y avoir un gouvernement, c'est le conseil exécutif de l'OLP, avec des ministères. Donc il y a un ministre des Affaires étrangères, un ministre des Finances, un ministre, etc., etc. Une armée, l'armée de libération de la Palestine. Donc ça ressemble beaucoup quand même à un État. Il y a des résolutions qui demandent aux officiels de l'OLP d'avoir les mêmes privilèges et la même immunité que les diplomates des pays arabes. On ouvre des représentations diplomatiques dans les différents pays de la région, etc., etc., etc. Mais il n'y a pas de territoire sur lequel s'exercerait une quelconque souveraineté. Et donc elle est pensée comme une structure proto-étatique, c'est-à-dire voilà, presque État, et non pas comme un cadre d'organisation de la lutte. C'est-à-dire on nomme un parlement, un gouvernement, des ministères, etc., etc. Ce qui est assez inédit. Je veux dire, dans un mouvement de libération nationale, on peut avoir une direction politique avec un programme de libération, etc. Mais un mouvement de libération nationale, c'est assez rare qu'il commence par se poser comme étant un État. Après, des fois, vous avez dans l'histoire des mouvements de libération des gouvernements en exil qui revendiquent la souveraineté, etc. Alors que là, on a une espèce de gouvernement en exil qui ne revendique pas de souveraineté. Ce qui est la garantie pour qu'il puisse s'intégrer, on va dire, au jeu politique régional. Voilà, vous êtes reconnu comme étant quasiment un gouvernement égal à nous, mais par contre, vous n'avez pas de territoire. Et c'est ça le deal. Quand on a ça à l'esprit, on comprend plein de choses après. On comprend beaucoup de choses. Parallèlement à la création donc de l'OLP, qui, je le dis, il faut l'avoir en tête, c'est un proto-État, mais sans souveraineté territoriale. Parallèlement à ça, se développe, et finalement c'est ça qui explique pourquoi les régimes arabes vont finir par créer l'OLP, mais se développe à partir du milieu des années 50 des organisations palestiniennes à part entière, qui sont des organisations palestiniennes issues, on va dire, de la génération des expulsés de 1948. C'est-à-dire qui sont partis, qui vivent soit dans les camps, soit dans les pays du Golfe, soit en Égypte, etc. Qui sont des gens qui avaient entre 5 et 15 ans, en gros, en 1948, qui ont connu physiquement l'expulsion, mais qui n'étaient pas à cette époque-là des dirigeants politiques ou quoi que ce soit. Et autour de cette génération-là, qui est vraiment une génération politique à part entière, c'est une génération politique en sociaux, c'est pas juste une question d'âge, disons que c'est
une question d'expérience politique commune, de confrontation et de conscience d'un destin commun. Je pense qu'en ce moment, par exemple, autour de la place de la République, etc., est en train de se former une génération politique qui vise ses propres expériences, qui vise ses propres modes d'organisation, son propre rapport aux institutions, etc. Il y a une génération politique palestinienne qui se développe dans les années 50 et 60 autour, globalement, de jeunes Palestiniens qui étaient réfugiés à Gaza à partir de 1948 et qui, dans les années 50, ont connu leur première confrontation militaire avec l'État d'Israël dans la bande de Gaza. Parce qu'elles sont assez nombreuses, 54, 55, 56. Parce que quand les Israéliens vont au canal de Suez, ils passent par Gaza, quoi. Donc en 56, quand ils vont faire les marioles avec les Français et les Britanniques, ça passe par Gaza et ça se passe très très mal à Gaza. Donc voilà, vous avez cette génération qui se constitue. Ils sont passés par là et ensuite ils sont partis en général de Gaza pour aller en Égypte, dans les pays du Golfe et ailleurs. Et c'est des gens qui sont une petite bourgeoisie palestinienne, des enseignants, des ingénieurs, etc. Et qui vont, par des processus qui sont toujours très compliqués, donc je ne prendrai pas le détail, etc., mais qui vont se regrouper petit à petit, et à la fin des années 50, il va y avoir un noyau qui se constitue autour d'un certain Yasser Arafat, d'un certain Salah Khalaf, qui sera connu plus tard comme étant Abu Iyad, d'un certain Khalil al-Wazir, qui sera connu comme Abu Djihad, quelques autres, et un peu plus tard un certain Mahmoud Abbas, voilà. Et qui vont fonder en 1959 un mouvement qui s'appelle le Fatah. Ils vont fonder un mouvement qui s'appelle le Fatah avec cette idée, derrière la fondation du Fatah. Fatah, c'est un acronyme, ça veut dire Mouvement de libération patriotique palestinien en arabe, et l'acronyme en arabe veut dire reconquête. Il est fondé avec cette idée que les Palestiniens doivent se doter de leurs propres organisations politiques indépendamment des régimes arabes. C'est un des éléments fondateurs du Fatah. On ne peut pas se contenter, l'OLP n'existe pas encore, mais on ne peut pas être représenté par les régimes arabes. Nous devons nous représenter nous-mêmes. C'est un des éléments fondateurs du Fatah, et avec l'idée qu'il faut libérer la Palestine de l'emprise israélienne, mais surtout, et c'est central, que les réfugiés reviennent. Voilà, le Fatah, il faut comprendre, c'est un mouvement fondé par des exilés, avec comme principal objectif le retour des Palestiniens, et ceci de manière autonome, ça ne veut pas dire indépendante, autonome, mais autonome des pays arabes. Et donc le Fatah va s'adresser en priorité à ceux qu'ils appellent le peuple des camps, donc notamment les camps de Jordanie, les camps du Liban, et aussi les camps de Syrie. Le Fatah, c'est quelque chose qui est très hétérogène, on va dire, théoriquement. Parce que dire on est autonome des régimes arabes et dire on va reconquérir la Palestine et dire on va s'appuyer sur les réfugiés, ça ne fait pas un corpus théorique. Voilà, donc c'est quelque chose de très hétérogène théoriquement, et il faut se dire que la plupart des membres fondateurs du Fatah sont passés par les frères musulmans en Égypte. C'est-à-dire beaucoup de ceux qui étaient au Caire étaient frères musulmans. Abu Iyad, c'était un frère musulman. Abu Djihad, c'était un frère musulman. Arafat a été très proche, on ne sait pas, membre, il y a des discussions des frères musulmans. Donc le noyau, et j'ai oublié le pauvre... J'oublie même son nom, c'est pour dire Farouk Kaddoumi, qui est quand même un des piliers dans la fondation du Fatah, qui lui aussi est passé par cette école-là. Donc il y a une hétérogénéité très théorique, une théorie, on va dire, qui est très hétérogène. Il y a cette idée que finalement l'idéologie est quelque chose qui divise. Voilà, il y a des idéologies. Il y a l'idéologie de gauche, il y a l'idéologie islamique, il y a l'idéologie ceci, cela. L'idéologie divise. Donc pour réunir le peuple palestinien dans le même mouvement, parce que le Fatah prétend être le mouvement
des Palestiniens, il faut accepter finalement d'avoir une hétérogénéité théorique, sinon on risque de se diviser entre nous. Et donc vous avez un refus de l'idéologie. C'est quelque chose qui est un marqueur du Fatah et qui va peser ensuite sur le mouvement national palestinien. C'est pour ça que je prends de nouveau le temps sur cette période-là, parce que ça m'attriste quand même beaucoup la suite. Donc un refus de l'idéologie, et vous avez en gros... vous allez avoir Abou Iyad, par exemple, qui va expliquer que les frères musulmans savaient mourir pour un idéal, mais en même temps dire que parmi ses lectures, il y a Marx, Lénine, Frantz Fanon. Je me souviens d'un texte de Abou Iyad où il explique qu'il se sent plus proche de Mao que de Lénine, parce qu'il a l'impression que Mao, quand même, a une doctrine qui est plus compatible avec l'islam, etc. C'est des textes super intéressants, hein, par ailleurs. Mais bon, et globalement ça réunit tout un front de gens qui viennent d'un petit peu partout, mais qui se retrouvent finalement, à défaut de se retrouver sur une idéologie, vont se retrouver sur un moyen, c'est la lutte armée. Il faut utiliser la lutte armée pour en finir avec l'oppression, etc. Comprendre de nouveau que là, la lutte armée n'est pas pensée d'abord comme un moyen, on va dire, d'infliger des pertes à l'ennemi israélien. Ils ont bien compris les rapports de force militaire, et ça dès le début. Et finalement, la lutte armée, elle est pensée comme un outil de construction du mouvement. Un outil de construction du mouvement Fatah. C'est-à-dire, les premières opérations armées ont pour objectif non pas d'infliger des pertes aux Israéliens, mais de faire connaître le Fatah, de faire connaître la Palestine. Voilà, repensez à ce que je vous ai dit sur l'identité, et d'unifier le peuple palestinien autour finalement d'actions spectaculaires qui vont faire connaître le mouvement Fatah, qui se veut, je le dis bien, le mouvement de libération qui regrouperait tous les Palestiniens. Et il y a, finalement, c'est pas tant de la stratégie militaire que aussi les effets psychologiques de la lutte armée, avec, alors là c'est pareil, c'est Fanon qui avait écrit des choses là-dessus, sur finalement la violence comme un moyen de se désintoxiquer de l'indignité que peut procurer le sentiment d'être colonisé, le fait d'infliger ou d'essayer d'infliger en tout cas des pertes à l'ennemi, c'est déjà le début de la reconquête de son identité, de sa dignité, de sa fierté. Et ça fait partie des choses qu'il y a dans le corpus, on va dire, autour de la lutte armée, et ça va devenir l'élément central, on va dire, du développement du mouvement. Ce qui a des répercussions importantes sur le type de mouvement qui est construit. Parce qu'un mouvement qui se construit autour de la lutte armée, ça implique plusieurs choses. Ça implique d'abord qu'il faut trouver de l'argent, il faut trouver beaucoup d'argent. Parce que la lutte armée, ça coûte cher. Et on parle vraiment d'un tout petit groupe. Ils sont très peu nombreux au moment où ils constituent le Fatah. On parle de quelques dizaines de gens. Mais il faut qu'ils trouvent de l'argent. Et ça va être quelque chose qui va de nouveau être un marqueur. C'est que l'argent, finalement, si c'est pour la bonne cause, on va en chercher partout. Et ils vont chercher de l'argent absolument partout. Ça va de les pays soviétiques à l'Arabie Saoudite, en passant par, etc. Il n'y a pas de problème, on ne regarde pas la couleur de l'argent. Et un de ceux, c'est assez drôle quand on y repense a posteriori, mais un de ceux qui est très rapidement spécialiste de la collecte de fric, c'est Mahmoud Abbas. Et oui, dès le début des années 60, en fait, ça devient une de ses fonctions principales, c'est aller collecter du pognon un petit peu partout. Lui n'est pas dans les cellules de guérilla, etc., même s'il a un nom de guerre, hein, comme tous les autres, mais sa guerre à lui est quand même un peu différente. Mais dès les années 60, par exemple, l'Arabie Saoudite est un des principaux financiers du Fatah. Ça, c'est la première chose. Que ça a comme répercussion la centralité de la lutte armée, c'est besoin de fric et donc est prête finalement à être allé chercher de l'argent un petit peu partout. Deuxième élément, c'est finalement le caractère clandestin. Donc la priorité qui est mise sur la clandestinité et tout ce que ça a comme implication de nouveau en termes démocratiques.
C'est-à-dire qu'une des caractéristiques des mouvements de guérilla, c'est qu'en général, ils sont très peu démocratiques. Parce que nécessité fait loi. C'est-à-dire que tu ne peux pas organiser une grande assemblée générale de tous les guérilleros en disant, voilà, tu fais des AG locales, tu as des mandats, et puis tu viens voter, etc. Donc, très vite, vous avez un noyau de commandement qui dirige des opérations de guérilla sans que ça implique nécessairement une grande propension à écouter ce que peuvent penser les uns ou les autres. Donc en gros, je ne m'étends pas plus sur le Fatah, mais vous avez avec la constitution de ce mouvement une série d'éléments qui vont matricer, entre guillemets, le mouvement national palestinien moderne. La première chose, c'est que ce sont plus des expériences partagées qu'une idéologie commune qui vont être l'élément qui cimente le noyau dirigeant du Fatah, qui va devenir le noyau dirigeant de l'OLP. Ce qui va faire qu'il va y avoir une stabilité de la direction du Fatah puis de l'OLP qui est un truc assez remarquable. C'est-à-dire que pendant 30 ans, voire 40 ans, c'est les mêmes. Ça ne bouge pas. C'est le même groupe de 7-8 personnes qui dirigent l'organisation. Parce que finalement, le problème n'est pas idéologique. Ils n'ont pas de désaccord entre eux, parce que de toute façon, ils ne parlent pas d'idéologie. Le problème, c'est comment on agit ensemble, mais comme c'est des affinités personnelles plus qu'un projet politique commun, ça explique comment des gens peuvent très longtemps rester et cohabiter, parce que c'est sur de la connaissance plus que sur du programme. Voilà. Il y a une homogénéité sociale aussi importante au sein de cette direction. C'est des membres des classes moyennes, en exil, qui ont un vécu très différent de celui de la population de Cisjordanie et de Gaza. Puisqu'ils ne vivent pas, enfin à partir de 67, ce que vont connaître les gens de Cisjordanie et de Gaza, ils ne vivent pas l'occupation militaire israélienne directe. Eux, ils connaissent la situation d'exil, mais ils ne connaissent pas la situation d'occupation directe. Le troisième élément, c'est ce côté de se penser comme étant le mouvement de la résistance palestinienne. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin qu'il y en ait un autre, puisque tout le monde peut se retrouver dans le Fatah. Ce qui va permettre au Fatah, pendant très longtemps, de nier le droit à d'autres mouvements politiques d'exister, en leur disant, à partir du moment où si vous n'êtes pas au Fatah, ça veut dire que vous divisez le peuple palestinien, puisque tout le monde a sa place dans le mouvement. Ce qui, de nouveau, est un truc assez connu, etc. Et je pense que si des gens connaissent un peu l'histoire du FLN algérien, ils voient un peu aussi de quoi on parle. Voilà, le Fatah va se développer donc il se crée en 1959 et finalement sa première opération armée spectaculaire, c'est le 1er janvier 1965. Voilà. Et il faut bien comprendre, et je vais sur Fatah OLP, j'ai parlé des deux séparément parce qu'ils naissent de deux initiatives différentes. Il faut bien comprendre que la naissance de l'OLP, la prise de décision par les régimes arabes de créer l'OLP, c'est aussi parce qu'ils constatent que un mouvement politique palestinien autonome est en train de se développer. Et donc il faut en avoir un en face qui va être etc. Bon, il y a de longs débats dans le Fatah, je vous passe les détails sur est-ce qu'il faut ou non participer à l'OLP, est-ce qu'il faut ou non se retrouver dedans, avec des positions assez contradictoires, mais bon, une partie participe au premier Conseil national palestinien en 64, etc. Mais ce qui finalement va accélérer les choses, c'est 1967 et la guerre de 1967. Janvier 65, c'est quoi? C'est les détournements d'avions? Non, c'est des cellules de guérilla en Jordanie qui mènent des opérations armées, en Jordanie, au Liban, qui mènent des opérations armées en Israël. La première opération armée, c'est le 1er janvier donc, 1965, un groupe qui essaie de s'infiltrer en Israël pour attaquer une station de pompage et qui se fait arrêter par une patrouille libanaise.
qui est assez glorieux quand même comme opération armée. Et le lendemain, il y a un autre groupe qui rentre quand même en Israël. Et alors ça dépend des histoires, mais la version qui semble la plus crédible est qu'ils ont déposé un engin piégé à proximité d'un canal israélien, mais que l'engin n'a pas explosé. Voilà. Mais c'est pas grave, puisque le Fatah revendique et dit voilà, ça y est, nous avons commencé à porter le coup chez l'ennemi, et c'est ça qui compte. C'est pas le succès ou pas de l'opération, ils s'en foutent, mais c'est de dire voilà, nous avons osé, nous y allons. Et la guerre de 67 finalement va en partie changer les choses. Vous pouviez avoir un Fatah, un pied dedans, un pied dehors dans l'OLP, et puis une OLP qui existait. En 67, avec la défaite des armées arabes, c'est l'opportunité pour le Fatah de conquérir l'OLP. Parce que la défaite des armées arabes, c'est, du point de vue du Fatah, la démonstration de la véracité de ce qu'ils disent, qui est les régimes arabes sont incapables de prendre en charge la libération de la Palestine, et c'est aux Palestiniens eux-mêmes de le faire. Et donc la guerre de 67 va en même temps, on va dire, apporter un discrédit pour les régimes arabes auprès des populations régionales et entre autres palestiniennes, mais elle va surtout apporter du crédit à la rhétorique du Fatah et à la constitution finalement et à l'idée de cette entité politique palestinienne autonome des régimes arabes. Et petit à petit, le Fatah va se développer et rentrer progressivement dans l'OLP et devenir la principale force de l'OLP et imposer finalement aux régimes arabes qui n'ont plus la légitimité pour le faire de leur céder le commandement de l'OLP. Ce qui va se passer entre 1968 et 1969 avec un événement important qui va accélérer, enfin finir d'accélérer les choses, on va dire, qui est la bataille dite de Karameh en mars 1968. Karameh, c'est un village de Jordanie qui est un des lieux où s'organise un village de 25 000 habitants, un des lieux où s'organisent la plupart des cellules de guérilla du Fatah. L'armée israélienne pénètre avec 10 ou 15 000 soldats de nuit pour aller reprendre Karameh. Il y a une bataille, etc. Et on estime qu'entre 25 et 30 soldats israéliens seront tués et que l'armée israélienne va être obligée de se retirer sans avoir réussi à vaincre les Palestiniens, ça va devenir le truc de propagande, dire voilà, nous avons mis en échec l'entité sioniste, et vous aurez même le roi de Hussein de Jordanie qui va se faire photographier sur la carcasse d'un char israélien, etc., et dire dans une conférence de presse nous sommes tous des fédéïs. Nous sommes tous des combattants. Voilà, donc ça rentre dans la mythologie palestinienne. Voilà. Bon. Et le Fatah va prendre le contrôle de l'OLP à partir de 68-69 et voilà, prendre le contrôle des différentes instances, etc., en raison de l'affaiblissement des régimes arabes et de la progression qu'eux peuvent avoir. Dans le même temps, vous avez d'autres organisations palestiniennes qui se constituent, et notamment le Front populaire de libération de la Palestine. Le Front populaire de libération de la Palestine est issu de ce qui s'appelait auparavant le mouvement des nationalistes arabes, le MNA. Le mouvement des nationalistes arabes, c'était un mouvement qui regroupait, comme son nom l'indique, des nationalistes de différents pays arabes, y compris des Palestiniens. Le Front populaire de libération de la Palestine va être, entre guillemets, une scission du mouvement nationaliste arabe où vont se regrouper les Palestiniens eux-mêmes. Sur une base qui peut ressembler, on va dire, à ce que pouvait raconter le Fatah, c'est-à-dire de dire il faut qu'il y ait une palestinisation, entre guillemets, du nationalisme palestinien. Donc on crée notre propre mouvement palestinien, mais qui se revendique toujours, ce mouvement, pour autant, du nationalisme arabe, avec une tendance marquée plus vers la gauche que ne peut avoir un Fatah qui en gros dit nous on est tout le monde, quoi. Voilà, le Front populaire de libération de la Palestine a une matrice qui est une matrice nationaliste, mais avec cette idée que on s'inscrit dans une lutte
qui prend en compte les réalités de classe palestinienne, etc., etc. Le FPLP va rentrer aussi dans l'OLP. Et finalement, la plupart des organisations palestiniennes se retrouvent à être membres de fait de l'OLP. Mais on ne confond pas les deux, quoi. L'OLP, c'est une espèce de maison commune de l'ensemble des organisations politiques palestiniennes, à l'exception du Parti communiste. Le Parti communiste ne rejoint pas l'OLP pour une raison simple, c'est que le Parti communiste est contre la lutte armée et le Parti communiste est pour la reconnaissance de l'État d'Israël. Ce qui n'est pas le cas de l'OLP, qui prônait déjà, avant que le Fatah en prenne le contrôle, qui prônait la lutte armée et qui, bien évidemment, ne reconnaît pas l'État d'Israël et prône, au contraire, le retour de tous les réfugiés, etc., etc. À partir de là, bon, je vais aller plus vite, mais disons que vous avez une rencontre entre un mouvement qui se veut un mouvement de libération nationale, le Fatah, et une structure qui est une structure créée pour et par des régimes qui refusent que la Palestine s'émancipe de la tutelle des régimes en question et que la Palestine trouve, entre guillemets, sa place. Et donc finalement, vous allez avoir une espèce de fusion-confusion entre le Fatah et l'OLP, parce que le Fatah est ultra majoritaire, donc il dirige tout seul, ils sont majoritaires en nombre, et comme idéologiquement ils se pensent comme étant les seuls représentant vraiment les Palestiniens, bon, ils tolèrent les autres à l'intérieur, mais ils dirigent ça comme si c'était leur maison, quoi. Et vous allez avoir une rencontre entre les deux, et finalement, très rapidement, le Fatah comme mouvement de libération avec ces caractéristiques négatives de mouvement de libération va se fondre dans les institutions de l'OLP avec les caractéristiques négatives des institutions de l'OLP. Et donc, ça a l'air horrible ce que je vous dis, mais malheureusement, ça explique beaucoup de choses sur la suite. Et ce que vous allez avoir, c'est un mouvement dirigé par des classes moyennes palestiniennes qui va se fondre dans un appareil qui avait été conçu pour les notables palestiniens, et finalement l'équilibre entre guillemets qui va être trouvé, c'est que certains éléments de la charte de l'OLP sont modifiés et il y a une revendication de souveraineté palestinienne pour la première fois, mais on ne dit pas où. Ce qui est de nouveau le compromis, parce qu'il faut bien se financer quand même. Et donc, vous allez avoir la revendication de souveraineté palestinienne, vous allez avoir, on va prôner la lutte armée, etc. etc. Mais finalement, ce que ça devient dès 1969-1970, c'est un appareil d'État sans État, dirigé par un noyau qui revendique, on va dire, d'être un mouvement de libération nationale, tout en étant fondu dans une structure qui n'est pas une structure de libération nationale. Voilà. Et ça va être tout le problème qui va se poser au mouvement national palestinien à partir de là, puisque l'OLP n'étant pas que le Fatah, vous avez dans l'OLP d'autres gens, et notamment les gens du FPLP, puis du FDPLP, qui s'appellera FDLP ensuite, qui est une scission du FPLP. Bon, je vous passe les détails, je pense que c'est pas le plus essentiel, hein. Donc vous allez avoir une série de structures, et aussi des mouvements politiques qui sont le mouvement politique palestinien soutenu par l'Irak, le mouvement politique palestinien soutenu par la Syrie, le mouvement politique palestinien soutenu par machin, et donc vont cohabiter au sein de l'OLP toute une série d'organisations revendiquant la libération de la Palestine, mais dans une structure qui demeure dirigée par un petit noyau qui se fond dans un appareil d'État. Et ça va créer des situations particulièrement difficiles, on va dire. La première d'entre elles étant le développement de l'appareil d'État qui, comment dire, le principe d'un appareil d'État, c'est qu'il se développe pour lui-même, c'est-à-dire qu'il a besoin d'assurer sa propre survie, sa propre reproduction, donc trouver ses financements, trouver son fonctionnement, etc. Mais le problème, c'est que l'OLP n'a pas de territoire. Donc il se développe où? Il se développe dans les camps.
il se développe dans les camps de réfugiés. Et en premier lieu dans les camps de réfugiés de Jordanie. Puisque c'est là où il y a le plus gros bataillon de réfugiés palestiniens. Donc 68, 69, 70, l'OLP se développe sous l'impulsion du Fatah dans les camps de réfugiés palestiniens, et la contradiction va finir par éclater de manière très visible au cours de l'année 1970, c'est que d'un côté on développe un appareil d'État sans souveraineté, et que de l'autre côté on le développe en tenant un discours hyper vindicatif et en disant on est des combattants, on va se battre, on va libérer, on va ceci, on va cela. Ce qui va donner globalement une situation en Jordanie qui est ce que les marxistes pourraient appeler une situation de double pouvoir, c'est-à-dire qu'au sein du royaume de Jordanie, vous allez avoir l'OLP dans les camps de réfugiés, qui développe sa propre police, qui organise la conscription, qui organise la collecte des impôts, les soldats jordaniens n'ont plus le droit de venir patrouiller dans les camps, etc., etc., tout en disant « mais on ne va pas prendre le pouvoir ». Voilà. Et là, les courants de gauche qui, contrairement au Fatah, etc., refusent cette idée de on ne prend pas le pouvoir, on ne conquiert pas le territoire, vont progressivement acquérir une audience, y compris chez la base du Fatah, et ce qui va créer une situation totalement inextricable en Jordanie, et qui va déboucher en septembre 1970 sur l'écrasement par l'armée jordanienne des camps de réfugiés palestiniens au cours de ce qu'on a appelé Septembre Noir. Septembre Noir, c'est, on estime, 4000 morts dans les camps de réfugiés palestiniens, écrasés par l'armée jordanienne. Et Septembre Noir, c'est la première expression, on va dire, tragique de la contradiction essentielle de l'Organisation de libération de la Palestine, qui est celle de prétendre regrouper tout un peuple qui vit une situation de dépossession, tout en expliquant qu'on ne va pas conquérir un territoire sans l'autorisation des régimes de la région. Voilà. Et donc ils se font écraser en septembre 70 par l'armée du gars qui 2 ans avant disait « nous sommes tous des fédayines », je vous rappelle, comme quoi ne jamais faire confiance aux gens qui commencent une phrase par « nous sommes tous ». Voilà. Je ne vise personne en particulier, il y en a plein qui disent ça. Et à partir de 70-71, du coup, l'OLP va s'exiler. Elle va s'exiler où? Au Liban. Et qu'est-ce qu'elle va faire au Liban? La même chose. L'OLP va de nouveau se développer, construire, etc. Un petit appareil d'État, une économie. Il y a plein de structures autour de l'OLP, je ne développe pas, mais énormément de structures, des structures médicales, des structures de collecte d'argent à l'étranger, des structures des services de santé, des services sociaux, etc., etc. Et de nouveau, vous avez cette situation de quasi-État, que certains appellent la République de Fakahani au Liban. C'était le nom du lieu où il y avait le quartier général de l'OLP à Beyrouth. Et même cause, mêmes effets. À partir du milieu des années 70, les régimes de la région voient d'un très mauvais œil le développement de l'OLP au Liban. La Syrie intervient en 1976. Première intervention syrienne, c'est contre les Palestiniens. Voilà, il faut avoir ça à l'esprit quand il y a des gens qui nous racontent aujourd'hui que la famille Assad a toujours été un grand allié des Palestiniens. En 76, ils sont intervenus, ça a donné quelques milliers de morts aussi dans les camps de réfugiés. Alors, c'est pas les Syriens qui les ont tués directement, ils ont laissé les autres faire. C'est un peu comme la responsabilité indirecte d'Ariel Sharon à Sabra et Shatila. Voilà, et tout ça va dégénérer finalement sur la guerre civile au Liban et sur l'éviction en 2 temps de l'OLP du Liban en 1982 avec l'intervention israélienne et en 1983, on l'oublie aussi souvent, avec l'intervention syrienne. Puisqu'il y a eu le siège de Beyrouth par l'armée israélienne, mais en 1983, il y a eu le siège de Tripoli. Tripoli au Liban, pas chez l'autre fou là, enfin qui n'est plus là, mais il y a eu le siège de Tripoli en 1983 qui va pousser au départ de la direction du noyau central de l'OLP qui va finir à Tunis. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que les années 70 et 80, enfin jusqu'en 83, sont les années durant lesquelles la génération Arafat, Abbas, Kadoumi, etc., va développer une structure politique qui est un appareil d'État. C'est un appareil d'État. Elle fonctionne comme un appareil d'État.
Et là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire que l'OLP fabriqué par les régimes arabes, c'était un truc très fantoche. Voilà, ils avaient des ministres, ils avaient des machins, mais ça ne représentait rien en réalité. Sauf que ce que développe le noyau Fatah qui dirige l'OLP, c'est une structure qui organise, qui regroupe des centaines de milliers de gens, et qui regroupe des centaines de milliers de gens qui sont des salariés de l'OLP. Directement ou indirectement, c'est-à-dire soit dans les différents services, soit dans les types des groupes de guérilla, ils sont payés. Ça a toujours été comme ça d'ailleurs dans ce type de mouvement. Et donc il va y avoir une base importante qui se développe. Et c'est ça qui permet de comprendre pourquoi dans les années 70 et 80, malgré l'offensive des régimes arabes, etc., l'OLP demeure dans la région une force politique importante, y compris une force d'attraction qu'on regarde comme étant quelque chose, quand on est dans le camp progressiste au niveau international et même au niveau régional, de ce qu'il en reste, on regarde l'OLP comme étant, c'est pas une bande de bureaucrates corrompus qui se promènent. C'est des gens qui ont une vraie base, bon, sur des trucs clientélistes, sur des trucs coercitifs, sur des trucs peu démocratiques, mais une vraie base. Sauf que l'éviction de la Jordanie, puis du Liban, va accélérer un processus qui est bien connu dans les mouvements de libération nationale, mais qui va l'être encore plus là, qui est l'autonomisation du noyau dirigeant vis-à-vis de sa base. Parce que le truc, c'est que ceux qui sont expulsés, enfin il y a ceux qui sont tués par milliers, mais ceux qui sont expulsés de Jordanie puis du Liban, c'est les chefs. La plupart des chefs et de quelques cadres intermédiaires. Et ils vont se retrouver à Tunis. Sauf que leur base est à Beyrouth, leur base est à Amman. Et ils ne peuvent plus y aller. C'est-à-dire, Arafat ne peut plus aller au Liban. S'il y va, il faut qu'il y aille de manière clandestine, etc. Et donc, finalement, l'appareil d'État sans État va devenir un appareil d'État en exil. Oui, c'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas de souveraineté territoriale, mais en plus, ils n'ont même plus d'administré. Voilà, et donc c'est l'OLP Tunis. L'OLP Tunis à partir de 1983, qui sera surnommé à l'époque l'OLP 5 étoiles. Voilà, c'est comme ça qu'il la nomme dans la région, l'OLP 5 étoiles. Pourquoi ? Parce qu'il continue de revendiquer les attributions, les privilèges, etc. De dirigeants d'un appareil d'État, tout en vivant très très loin de la réalité de la vie des gens qu'ils prétendent représenter. Et c'est cette OLP 5 étoiles-là qui va se retrouver en 1992-1993 à signer les accords d'Oslo, qui sera le point sur lequel je viendrai après, mais je prends le temps d'expliquer tout ce processus parce que ça permet de cerner deux, trois choses, deux, trois dynamiques et de comprendre aussi comment on en arrive à Oslo. Mais avant d'en venir à Oslo, il y a quand même un deuxième point sur lequel j'irai plus vite parce que j'en ai déjà parlé ce matin, mais qui est important. C'est que parallèlement au développement de l'OLP dans les camps de l'extérieur, il va y avoir le développement d'un nationalisme palestinien à l'intérieur, donc en Cisjordanie et à Gaza, donc à partir de 1967. Alors, je le dis tout de suite, je sépare les deux, mais ils ne se développent pas séparément, mais c'est juste qu'ils ne se développent pas dans les mêmes conditions, c'est pour ça que je le sépare, et surtout, le leadership du mouvement national palestinien demeure, malgré le développement d'un nationalisme à l'intérieur, demeure l'OLP de l'extérieur. Voilà. Mais vous avez un mouvement national palestinien qui se développe notamment à partir de 1967 avec l'occupation. Comment il se développe ce mouvement-là? Globalement, c'est dans les années 1970, vous allez avoir le développement de structures associatives, syndicales, ONG qui ne s'appellent pas ONG parce qu'il n'y a pas de gouvernement, donc on ne va pas s'appeler ONG, donc ça s'appelle des comités, les comités d'agriculteurs, les comités de femmes, les comités de jeunes, etc., qui se développent dans le contexte de l'occupation et qui petit à petit finalement contestent la légitimité politique aux élites palestiniennes traditionnelles. Parce que vous avez à l'intérieur de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, même s'il y a eu l'expulsion en 48, etc., vous avez quand même quelqu'un qui est déjà allé autour de cette table
alors à Jérusalem c'est de moins en moins le cas, mais à l'époque en tout cas à Jérusalem, à Naplouse, à Hébron, on sait qu'il y a des gens qui ont du pouvoir, quoi. Il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui... voilà, des familles de propriétaires terriens. À Hébron, il y en a. On va dire, si vous avez un problème à Hébron, vous dites « je connais un jabari ». Normalement, ça règle 2-3 problèmes. Mais il faut vraiment connaître un jabari, par contre. Si vous dites que là, vous allez avoir des problèmes. Si vous êtes à Naplouse et que vous dites « je connais les masseries », c'est bon, ça va être réglé. À Jérusalem, vous aviez quelques autres, les Husseini, etc. Donc vous avez ces grandes familles qui existent, mais dont disons la base du pouvoir est la propriété terrienne, le fait d'être marchand, etc. Donc des rapports de dépendance économique, voilà, mais bon, c'est un truc assez classique, hein, par ailleurs, dans la région, ce type d'élite socialement dominante parce qu'elles sont économiquement dominantes. Sauf que le problème, c'est qu'il leur manque un des bouts dans le triptyque de la domination, c'est la domination politique. Puisque la domination politique, de fait, c'est l'État d'Israël, et qu'elles sont placées dans une contradiction que j'ai déjà évoquée ce matin, mais qui est une contradiction liée à leur situation de classe, qui est que pour qu'elles continuent d'être économiquement dominantes et donc socialement dominantes, il faut qu'elles trouvent des aménagements politiques avec l'armée d'occupation. Parce que tu ne peux pas faire du commerce, tu ne peux pas faire du business, tu ne peux pas faire tout ça si tu es dans une lutte directe avec les autorités israéliennes. À partir de 1967, c'est impossible. Donc il faut trouver des aménagements, et ça va leur faire perdre, enfin, en soi, ça ne leur fait pas perdre une légitimité, mais à partir du moment où se construisent des organisations qui, elles, revendiquent finalement la lutte politique contre l'occupant israélien, ça vient contester leur légitimité politique. Et ça, par exemple, ça va se vérifier au cours des élections municipales, puisque l'État d'Israël, un peu sous la pression, y compris des élites palestiniennes, organise des élections municipales en 1972. En 1972, les organisations nationalistes appellent au boycott des élections municipales. Par contre, en 1976, elles appellent à y participer. Et elles gagnent quasiment toutes les villes. Ce sont des candidats se revendiquant des organisations nationalistes qui vont gagner les villes palestiniennes en 1976. Je le précise ici tout de suite, c'est pas contradictoire d'être une grande famille, d'être membre d'une grande famille et de se revendiquer du nationalisme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les grandes familles traditionnelles ont compris aussi qu'il ne fallait pas être contre le mouvement de libération nationale. Et donc la dichotomie qui souvent est faite entre les jeunes militants nationalistes qui petit à petit insufflent je ne sais pas quoi dans la société palestinienne contre les vieilles hiérarchies traditionnelles, familiales, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout ça se combine. Vous allez dans une ville comme Hébron aujourd'hui, dans chaque organisation politique, vous avez des gens des grandes familles. Et en général, c'est eux qui les dirigent. Alors est-ce qu'il y a une réunion de la famille où ils se répartissent les organisations? Je ne pense pas, mais de fait vous n'avez pas de séparation aussi nette. Mais par contre ce qui est clair, c'est que quand on gagne les élections municipales en 1976 en Cisjordanie ou à Gaza, c'est pas parce qu'on se revendique d'une grande famille, c'est parce qu'on se revendique du combat nationaliste. Et ça c'est quand même quelque chose qui est un petit changement. Et donc vous avez petit à petit le développement d'un mouvement national dans les territoires palestiniens, un mouvement national qui ne se revendique pas comme étant hostile à l'OLP. Au contraire, il revendique qu'il reconnaît l'OLP comme représentant légitime du peuple palestinien. Par contre, il revendique aussi une autonomie de décision politique par rapport aux structures de l'OLP de l'extérieur. Et donc vous allez avoir la constitution, la tentative de constitution de plusieurs structures politiques nationalistes à l'intérieur des territoires palestiniens. Bon, vous avez les organisations, Fatah, FP, mais vous allez avoir la constitution par exemple d'un Front National palestinien. 1972-1973, un truc qui se veut regrouper un peu toutes les structures, etc. Quelque chose que, je le dis, l'OLP voit d'un très mauvais œil. C'est-à-dire que tout ce qui ressemble à une tentative de structuration politique unifiée à l'intérieur des territoires palestiniens est quelque chose qui inquiète
la direction de l'OLP de l'extérieur. Parce qu'elle revendique, je répète, d'être la seule représentation politique réelle des Palestiniens. Et donc, regarde, il y a finalement une complémentarité, mais une complémentarité qui est pensée comme une complémentarité par ceux de l'intérieur et qui est pensée comme de la concurrence par ceux de l'extérieur. Voilà, pour résumer les choses. Il n'y a pas d'hostilité de l'intérieur vis-à-vis de l'OLP à l'extérieur, mais il y a de la méfiance, par contre, de la part de ceux de l'extérieur vis-à-vis de ceux de l'intérieur, a fortiori à partir du moment où l'étranger en vacances. Quand je rigole, il n'est pas en vacances, mais c'est des vacances forcées, quoi. Voilà, donc le soulèvement de 1987 va précipiter les choses, puisque le soulèvement de 1987, finalement, c'est, même si c'est pas déclenché par les organisations politiques, sociales, etc. de l'intérieur, c'est quelque chose qui très rapidement va être dirigé et représenté par ces organisations-là. Parce que ce sont des gens, ces différents cadres des individus et puis les cadres institutionnels, qui pendant 15 ans, 20 ans, ont fait la démonstration qu'ils étaient avec la population, qu'ils étaient capables de prendre des décisions, qu'ils étaient capables d'organiser les choses, etc. Et donc dès le début du soulèvement en 87, il va y avoir dans les territoires palestiniens une structure qui s'appelle le CNU, donc qui est le commandement national unifié de l'intifada, avec des représentants du coup de toutes les organisations de l'intérieur. Et le CNU se pose comme étant non pas en concurrence avec l'OLP de Tunis, mais comme étant autonome de l'OLP de Tunis. Ce que l'OLP voit d'un mauvais œil, et ça va aiguiser les contradictions, on va dire, et le soutien de l'OLP à l'intifada de 87 est très relatif, contrairement à la légende savamment entretenue par la suite. Il y a des liens très forts, évidemment, notamment les Abu Djihad, Abu Iyad, etc. Ce sont des gens qui ont une influence politique à l'intérieur des territoires palestiniens, mais dans les premières semaines du soulèvement, c'est pas eux qui contrôlent, et donc ils ne favorisent pas forcément le développement de la chose. Petit à petit, il va y avoir, on va dire que la concurrence va s'aiguiser. Je vais aller rapidement là-dessus. La concurrence va s'aiguiser à partir du moment, notamment, où les États-Unis contraignent Israël à négocier. Donc au tournant des années 90-91. Pourquoi? Parce qu'on négocie avec des gens. Et donc, qui représente les Palestiniens dans les négociations? Ça, c'est une vraie question. Et Israël met un veto sur la présence des gens de l'OLP de l'extérieur, au départ. Ce qui est intéressant. Ils mettent un veto sur la présence de l'OLP de l'extérieur parce qu'ils considèrent que l'OLP à l'extérieur, ne vivant pas à l'intérieur des territoires palestiniens, va avoir des exigences, et en plus c'est une organisation terroriste, etc., va avoir des exigences qui vont être, comment dire, impossibles. Enfin bon, mais c'est surtout le problème de dire on ne discute pas avec ces gens-là. Par contre, on veut bien discuter avec les gens raisonnables qui habitent dans les territoires palestiniens, parce qu'ils connaissent bien, etc. Voilà, c'est les raisonnables, quoi. Ce qui est particulièrement tordu, et je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est qu'en réalité, comme bien souvent, c'est ceux qui sont le plus loin du cœur des choses qui sont les plus modérés. C'est quand on est dans la lutte, on a tendance à être beaucoup plus exigeant que quand on est à l'extérieur, ou etc. Je ne vous renvoie pas sur la différence entre une bureaucratie syndicale en exil de l'autre côté du périph' et des comités d'organisation d'une lutte concrète. Ça veut dire, enfin bon, bref. Donc le processus de négociation va s'ouvrir, et l'idée c'est que ça va être des représentants de l'intérieur, donc des gens de l'intérieur qui négocient, mais en lien permanent avec l'OLP Tunis, qui contrôle, etc. Mais ça ne suffisant même pas, vous avez cette fameuse phrase de Hanan Ashrawi, qui était une des représentantes de l'intérieur, membre de la direction de l'OLP, mais à l'intérieur des territoires palestiniens, qui explique que, en fait, elle était négociatrice à Madrid. Donc le canal officiel, c'est Madrid. Voilà.
Sauf qu'il y a un canal officieux qui s'ouvre. C'est-à-dire que pendant que le canal officiel négocie, vous avez un canal officieux qui s'ouvre entre les gens de Tunis et des représentants israéliens. Parce que petit à petit, les Israéliens comprennent que ceux de l'intérieur sont plus radicaux que ceux de l'extérieur. Mais il aura fallu quand même en passer par là. Et donc vous avez un canal officieux qui s'ouvre, et vous avez Hanana Shraoun qui raconte dans ses mémoires qu'elle a appris l'existence de ce canal de négociation par des journalistes israéliens. Alors qu'elle est membre de l'OLP, elle représente, elle discute, elle est négociatrice, et c'est des journalistes israéliens qui lui ont appris que pendant ce temps-là, dans son dos, il y avait Arafat, Corey, Abbas, qui étaient en train de discuter avec les autres. À quoi ça aboutit tout ça? J'arrive au dernier point. À quoi ça aboutit tout ça? Ça aboutit à, finalement, la signature des accords d'Oslo par l'instance qui officiellement représente légitimement les droits du peuple palestinien, mais qui fait ça en tant qu'appareil d'État en exil qui a besoin d'un territoire pour retrouver une base, et qui fait ça par-dessus les représentants de la base qu'elle est censée ensuite venir administrer. Ce qui crée un cocktail assez détonnant. C'est-à-dire que ce qui va se passer à partir de la signature des accords d'Oslo, c'est que vous allez avoir ce que plusieurs auteurs palestiniens appellent une greffe. Vous avez une greffe qui s'opère. De quoi il s'agit? Il s'agit de l'importation dans les territoires palestiniens d'un petit appareil d'État qui va être en charge de construire la nouvelle administration palestinienne dans les zones qu'Israël a bien voulu évacuer. Et ça crée un choc des cultures, déjà, ça crée un choc des pratiques, ça crée un choc démocratique. C'est-à-dire que vous avez une tradition démocratique dans les territoires palestiniens, des élections dans les syndicats, des élections dans les universités, des élections municipales. Bon, après 1976, les Israéliens n'ont pas recommencé. Ils ont dit, bon, c'est fini les municipales, c'est pour que les nationalistes gagnent, ça va, c'est bon. Donc ils ont viré les maires, ils les ont remplacés par des copains à eux. Certains copains des Israéliens qui avaient été mis à la place des maires nationalistes, par exemple, vont être laissés en place par Arafat. Ce qui est quand même assez intéressant. Et donc, ce qui se passe à partir donc, de 93-94, c'est que vous allez avoir, je ne rentre pas dans le détail des accords d'Oslo, ce n'est pas l'objet, mais c'est que vous allez avoir un processus dit de paix qui consiste en l'évacuation par l'armée israélienne des zones palestiniennes les plus densément peuplées, et ces zones sont confiées à une entité autochtone qui est censée les administrer. Sauf que ce qui constitue l'essentiel de cette entité autochtone sont des gens qui arrivent de l'extérieur. Et qui ont une histoire très différente. Parce que c'est pas juste le noyau dirigeant qui arrive. Le noyau dirigeant se pointe avec ses fonctionnaires, avec sa garde rapprochée, avec ses services de sécurité. C'est capitaliste. Ah, c'est plus compliqué. On va y revenir dans la discussion. Ils viennent pas avec leurs capitalistes, ils vont devenir eux-mêmes, compris à la place de la bourgeoisie palestinienne de l'intérieur. Ce qui n'est pas un petit détail. Mais ils arrivent. Et en fait, c'est des milliers de personnes qui arrivent dans les territoires palestiniens, des dizaines de milliers en réalité, qui vont arriver et qui vont avoir en charge la construction de l'appareil d'État. Donc, il ne faut pas imaginer que ce soit et tout le monde explose, quoi. Voilà, c'est des gens, souvent ils sont des mêmes familles, etc. Mais il y a deux cultures très différentes qui vont se retrouver, enfin, deux cultures très différentes, on se comprend, mais c'est pas le même rapport à la lutte, c'est pas le même rapport à la démocratie, c'est pas le même rapport à l'organisation, c'est pas le même rapport à l'argent, c'est pas le même rapport, etc., etc. Et donc ça va pas se faire sans quelques étincelles et quelques amis proches. Mais à la limite, ces histoires sont presque marginales par rapport à ce qui est l'essentiel, et c'est avec ça que je voulais finir, c'est que les objectifs des uns et des autres ne sont pas les mêmes. L'objectif des Palestiniens qui s'étaient soulevés à l'intérieur en Cisjordanie et à Gaza, c'était de libérer la Cisjordanie et Gaza. L'objectif de la direction de l'OLP Tunis, c'est d'avoir un territoire à administrer. Et c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est si clair que ça? Oui. Ah, vu les accords qu'ils signent,
quand on l'inscrit dans leur histoire, c'est finalement, ils ont enfin un territoire qu'on veut bien leur confier. C'est-à-dire, en Jordanie, ils avaient développé leur truc, ils se sont fait dégommer. Au Liban, ils avaient développé leur truc, ils se sont fait dégommer. En Tunisie, ça, Ben Ali n'était pas fou, il a laissé venir les chefs, mais pas les autres. Comme ça, ils risquaient pas de faire leur petit État. Alors que là, on leur dit, là, vous aurez quelque chose. Et ça correspond au changement qu'ils ont pu faire dans la charte de l'OLP, où on est passé de construire un État sur la terre de Palestine libérée à construire un État sur toute portion du territoire libéré. C'est pas pareil. Toute portion du territoire libéré. Gaza, Jéricho, machin. Et donc, vous avez vraiment bien évidemment que même dans la direction de l'OLP, il y en a qui sont persuadés, un mec comme Arafat est persuadé que d'abord ils vont avoir Gaza et Jéricho, puis ensuite ils vont prendre le reste. Mais finalement, c'est presque marginal. C'est pas le problème. Le problème, c'est finalement qui est-ce qu'ils vont emmener avec eux, qui est-ce qu'ils vont attirer, et sur quelle base ils vont construire leur appareil d'État. Parce que ce qu'ils vont construire, c'est absolument pas quelque chose qui va s'appuyer sur le mouvement de libération nationale de l'intérieur, contrairement à ce qu'on croit. Par exemple, quand il y a les élections internes du Fatah en 1996, avant les élections législatives, Arafat met en valeur, dans le cadre des primaires, entre guillemets, les gens qui sont des notables locaux, met en valeur les gens qui ont une assise sociale locale importante, et absolument pas les gens qui sont des militants expérimentés de l'intifada. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est construire un appareil d'État viable, solide, et qui s'inscrit dans le cadre du processus d'Oslo. Et c'est ça, je disais, voilà, je voulais finir par ça, c'est ça qui conditionne le champ politique palestinien aujourd'hui. C'est que vous avez deux trajectoires, et c'est pas le problème des individus. Je pense qu'il y a toujours des individus qui sont entre les deux, il y a des individus qui ne sont pas clairs, il y a des individus qui ont des positions contradictoires, c'est pas le problème. Mais c'est que vous avez deux trajectoires différentes à l'intérieur de la Palestine aujourd'hui, et on ne peut la comprendre qu'à la lumière de tout ce que j'ai pu vous raconter là. Je vous dis, le problème ne sont pas les individus, c'est que le projet de libérer le territoire occupé par Israël, c'est une chose. Le projet d'administrer ce qu'Israël voudra bien évacuer, c'est autre chose. Et les accords d'Oslo retournent la priorité, entre guillemets, c'est-à-dire on ne va pas libérer un territoire pour avoir un État, mais on va avoir un appareil d'État pour libérer un territoire. Et donc, ça change complètement le balancier. C'est-à-dire que la priorité n'est plus mise sur la libération du territoire, la priorité est mise sur la construction de l'appareil d'État. Parce que c'est l'appareil d'État qui permettra de libérer. Et donc voilà, vous avez ce renversement, et qui va connaître son paroxysme avec les années de Salam Fayyad, à partir de 2007, le Premier ministre qui venait du FMI, qui disait « on va construire l'État sous occupation ». Ce qui est assez farfelu quand même comme idée. Mais voilà, c'est ça qui matrice le champ politique palestinien aujourd'hui. C'est le produit de l'histoire que je vous ai racontée là. Et du coup, dans la discussion, on pourra venir sur... Et aujourd'hui, en 2016, ils en sont où, tous ces gens-là. Mais on évolue dans ce champ-là, qui globalement est un champ où, à la lutte de libération nationale, s'est substituée la construction d'institutions étatiques sans réelle... souveraineté territoriale, et qui mieux que cette direction de l'OLP pouvait le faire, vu que c'est son histoire. C'est son histoire, et vraiment je ne juge pas les intentions, enfin voilà, moi, mon problème c'est pas les cerveaux des gens, c'est ce qu'ils font, et qui mieux qu'eux pouvait le faire. Et vous avez ces phrases toujours du général Rabin à la Knesset qui dit eux pourront faire dans les territoires que nous évacuerons ce que nous ne pouvons plus faire sans risquer la réprobation internationale. En gros, faire la police, pour le dire de manière assez simple. Et c'est comme ça que Oslo a finalement reconfiguré le champ politique palestinien. Et pour faire en conclusion le panorama de où en sont les uns et les autres aujourd'hui, vous avez les forces politiques, notamment de gauche, comme le Front Populaire Libération de la Palestine, donc le FPLP. Je parle que des principales, parce qu'il y en a tellement, comme partout, quoi. Le Front Populaire Libération de la Palestine et le Front Démocratique de Libération de la Palestine, scission du FPLP de 69, si je ne me trompe pas, qui ont eu une position, on va dire, intermédiaire au moment des accords d'Oslo. Ils ont dit on s'y oppose,
mais on va pas combattre l'autorité palestinienne. Donc ils ont essayé d'avoir une position médiane entre eux, on poursuit la libération nationale, mais en même temps, on ne sape pas les efforts de construction d'un appareil d'État. À quoi ça les a conduits, eux? À perdre beaucoup de terrain, pour dire les choses très franchement. À perdre beaucoup de terrain, à perdre beaucoup de militants, pas forcément à perdre en image. C'est-à-dire, le FPLP, ces gens, ils ont une bonne image dans les territoires. Enfin, voilà, on sait, c'est des gens plutôt sincères, ils ne sont pas allés à la soupe dans l'autorité, ils n'ont jamais rien lâché, etc. Mais en même temps, ils ne servent à rien. Enfin, voilà, quand on est militant d'extrême gauche en France, on comprend très bien ce que c'est. Non, mais sérieusement, c'est les gens qui vous disent sur les marchés, non mais franchement, vous êtes super, changez pas, mais par contre, je ne vous plais pas pour vous. Voilà, et ben, le FP sont un peu victimes de ce truc-là, parce qu'ils se sont situés voilà, à équidistance, parce qu'ils sont membres de l'OLP, et donc il y a aussi une légitimité, un légitimisme, on va dire, par rapport à l'histoire, on a construit tout ça ensemble, etc. Et du coup, ça leur a fait perdre du terrain, pas forcément de l'audience, mais en termes de force, voilà. Et aujourd'hui, le Front Populaire Libération de la Palestine et a fortiori le Front Démocratique de Libération de la Palestine sont des organisations qui sont très affaiblies, très explosées, enfin, je veux dire, bon, ça en plus il y a la configuration géographique régionale, c'est que, enfin régionale, dans la petite région quoi, c'est que entre Gaza et la Cisjordanie c'est pas pareil, et au sein de la Cisjordanie, entre Naplouse et machin c'est pas pareil, tu discutes avec les gens du FPLP, de Ramallah, de ce qu'ils pensent des mecs de Gaza, et ils vont dire les mecs de Gaza c'est des fous, ils lancent des roquettes et tout, et tu discutes avec les mecs de Gaza, ils vont dire mais les gens de Ramallah, c'est des crétins, c'est des naïfs, ils vont à des réunions parlementaires quoi. Voilà, donc ça joue beaucoup, mais disons que c'est la source entre guillemets de la difficulté, c'est le positionnement équidistant entre deux choses qui sont contradictoires. Voilà, on ne construit pas un appareil d'État sous occupation, enfin on peut construire un appareil d'État sous occupation, mais on n'explique pas que c'est ça qui va libérer. Voilà, et eux étaient à mi-chemin entre les deux, et du coup, bon, le Parti communiste palestinien a soutenu les accords d'Oslo, a soutenu la construction de l'autorité palestinienne, etc. Donc a connu une trajectoire aussi un petit peu aléatoire. Et tout ça a laissé le champ finalement au développement d'une autre forme d'opposition au Fatah, etc., qui sont les courants islamiques, Hamas en tête, qui est apparu comme la seule organisation politique vraiment opposée aux accords d'Oslo et au processus de paix, à l'autorité palestinienne, qui ont dit c'est une capitulation, c'est la défaite, c'est ceci, c'est cela, et qui du coup, bon ils étaient déjà puissants, hein, faut pas se raconter l'histoire, c'est un vieux courant politique, enfin vieux, à l'échelle du court temps dont j'ai parlé là, le Hamas c'est les frères musulmans palestiniens, c'est le milieu des années 70, ils se sont développés, ils ont une audience. Au milieu des années 80, ils gagnent énormément d'élections étudiantes, d'élections professionnelles, etc. Mais c'est les frères musulmans à l'époque. Et ils ne sont pas dans la libération nationale, ce qu'il faut avoir à l'esprit. Ils ne se considèrent pas dans le mouvement de libération nationale, ils ne participent pas aux activités contre l'occupation. C'est un mouvement de socialisation politique par l'islam, et c'est qu'à partir de 1988 qu'ils s'y mettent. Mais du coup, ils incarnent cette opposition intransigeante, etc., avec y compris l'aspect moral, où là, pour le coup, le choc des cultures dont je vous parlais tout à l'heure joue. Voilà, les gens de Tunis, ils nous ont apporté des mœurs complètement décérébrées, ils boivent de l'alcool, machin, voilà, ils ont un mode de vie à l'occidental, et tout, et ça a joué un peu. Bon, c'est pas l'essentiel, mais ça joue quand même. Et donc, eux ont pu occuper le terrain de l'opposition résolue aux accords d'Oslo, à l'autorité palestinienne, aux dérives de l'autorité palestinienne, etc. Et c'est cette longue histoire-là qui permet de comprendre comment ils ont pu, finalement... Moi, c'est un truc que j'avais essayé de bosser, d'écrire, et voilà, mais ils se sont positionnés comme le Fatah du début. C'est-à-dire, ils ont réussi à se poser comme étant ceux qui ne se subordonneront pas aux autres, mèneront la lutte jusqu'au bout et représenteront tout le peuple palestinien. Voilà, ils ont réussi à se poser comme ça.
Bon, il y a plein de différences sur les contenus programmatiques, les moyens d'action, etc. Mais ils ont réussi à revendiquer cette place que le Fatah avait pu revendiquer à sa création. Ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, si on regarde, vous avez un champ politique palestinien qui est... parce que le Hamas a fini, comme ils se sont posés comme le Fatah, ben ils ont fini comme le Fatah. C'est-à-dire qu'ils ont fini aussi à courir après la gestion de l'appareil d'État, en participant aux élections de 2006 et en se retrouvant comme des cons à devoir gérer un truc contre lequel ils s'étaient toujours battus, et avec toutes les conséquences que ça veut dire. Ça veut dire, bah, du coup, il faut avoir une respectabilité internationale, il faut aller chercher des sous, il faut avoir des amis, il faut avoir ceci, cela, etc. Et donc vous avez un champ politique palestinien qui s'est laissé, entre guillemets, déporter, mais c'est le produit de son histoire, qui s'est laissé déporter vers la bataille pour la gestion d'un appareil d'État qui n'en est pas un, enfin qui n'a pas de souveraineté, et qui aujourd'hui ne se définit plus par la libération nationale, mais beaucoup plus par comment s'intégrer ou trouver sa place au sein de structures qui nous ont été imposées par les colonisateurs et par leurs amis. Et c'est pas étonnant que les jeunes qui, depuis le mois de septembre, sortent des couteaux, attaquent des gens, manifestent, etc. L'essentiel d'entre eux n'est membre d'aucune organisation politique, ne se reconnaît pas dans les organisations politiques, et c'est pas un truc spécifiquement palestinien, tu aurais pu, quoi. Mais c'est quelque chose qui correspond à un moment particulier de la lutte palestinienne, où finalement il n'y a quasiment plus d'organisations politiques palestiniennes qui ont réussi à survivre à cette transformation en organisme de cogestion d'un petit appareil d'État, ou en tout cas d'être dans la lutte pour la gestion ou la sauvegarde de ce truc-là. Et c'est malheureusement lié à une très longue histoire, qui ne pourra pas se renverser du jour au lendemain, même si ce qui se passe là, depuis septembre, moi, je ne peux pas dire que ça rend optimiste, parce que c'est tragique, mais ce que ça dit, c'est que tout le monde n'accepte pas de jouer les règles du jeu. Tout le monde n'accepte pas de se soumettre aux règles qui ont été imposées, et y compris dans les organisations politiques, ça a un impact. Le fait que les jeunes se battent, se mobilisent, etc., ça a un impact dans les organisations politiques palestiniennes, et ça renforce, parce qu'ils existent, et ça on pourra en parler, ça renforce ceux qui disent on doit en finir avec cette bagarre pour la gestion d'un appareil d'État qui n'en est pas un, et on doit revenir, alors c'est pas revenir dans le passé, mais revenir à la lutte de libération nationale, reconstruire des structures de libération nationale, reconstruire un programme, reconstruire des méthodes, et ne pas se laisser polariser par ce qui nous polarise depuis trop longtemps, qui est la tentative d'avoir une petite place au chaud dans un dispositif régional qui de toute façon ne veut pas de nous.